Bonjour, ce petit tutoriel va vous expliquer comment utiliser les outils internet de traçage des avions aujourd'hui à la disposition de tous, notamment pour effectuer des signalements, voire porter plainte, contre les excès de l'aviation civile et de loisirs. Ce tutoriel est fait en mon nom, mais je tiens à apporter mon soutien à l'Alliance associative pour la suppression des nuisances et la reconversion de l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Le sud-ouest de Paris, c'est 7 aéroports ou aérodromes sur 37 km, soit un tous les 5 km environ. Deux des plus importants aéroports de France, en termes de mouvement, sont Orly et Toussus-le-Noble. Ils sont distants d'à peine 20 km. Toute la région, notamment le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse, mais aussi les villages et les forêts autour de Rambouillet, sont infestés par le tapage permanent des petits avions et hélicoptères. Il ne s'agit pas simplement d'habiter au-dessous des pistes de décollage d'Orly, mais littéralement une région entière soumise au tapage aérien. Nous allons voir sur ce tutoriel comment connaître les zones de l'aviation où vous habitez et les règles de survol. Nous verrons ensuite comment utiliser le logiciel FlightAware pour trouver les traces des avions et comment exploiter ces informations. Puis nous verrons comment retrouver le propriétaire d'un avion et enfin les faibles pistes qui sont laissées à la possibilité des citoyens par la DGAC et l'État pour porter plainte. Les cartes VAC de l'aviation civile sont disponibles pour tout un chacun sur le portail geoportail.gouv.fr. Regardons comment y accéder. Ouvrir Géoportail. On y accède facilement via une recherche sous Google. Lorsque vous arrivez sur la page de Géoportail, vous pouvez commencer à chercher l'endroit qui vous intéresse. Et dans le menu des cartes, ici en haut à gauche, défilez vers le bas pour vous rendre dans le sous-menu Territoire et Transport, puis dans les transports. Vous avez à votre disposition un ensemble de cartes, dont la carte OACI VFR, qui est la carte de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour le vol à vue. Activez cette carte en double-cliquant dessus. Vous allez à ce moment-là la voir apparaître ici en haut à droite dans le menu de vos cartes. Chacune de ces cartes peut être activée ou cachée en fonction de ce que vous voulez voir. Je vais par exemple cacher l'ensemble des cartes pour ne laisser visible que la carte OACI qui va s'afficher de cette façon. On y retrouve les zones réglementées par l'aviation et les zones notamment réglementées pour le survol en altitude, qui sont ces zones ici en orange et en jaune, où l'altitude va être limitée en fonction de la taille d'agglomération, c'est-à-dire largeur moyenne inférieure à 1200 mètres, 1700 pieds, largeur moyenne entre 1200 mètres et 3600 mètres, 3300 pieds, et largeur moyenne supérieure à 3600 mètres, 5000 pieds, soit à peu près divisé par 3, 1600 mètres d'altitude minimum obligatoire. Il se trouve que la zone où nous sommes, autour de Gif-sur-Yvette, Chevreuse et la vallée de Chevreuse, sont réglementées de la sorte, mais que ces altitudes ne sont absolument pas respectées par l'aviation, puisqu'ils font leurs règles eux-mêmes et qu'ils se donnent le droit de voler plus bas, puisqu'il y a l'aéroport d'Orly juste à côté. Il y a une deuxième façon d'obtenir ces cartes où l'on va trouver encore davantage d'informations, c'est en se rendant sur le portail de la SIA, sia.aviationcivile.gouv.fr. Il faut à ce moment-là créer son compte pour télécharger les différentes cartes disponibles. On va pouvoir télécharger et obtenir la carte spécialisée de la zone où on habite en la recherchant sur le site. Par exemple ici, la carte vol à vue pour Toussus-le-Noble. On y voit l'aéroport, ici, les différentes zones d'approche avec les altitudes réglementées
pour les trajectoires d'atterrissage et de décollage. On y voit aussi, ce qui est très intéressant, ces petits ronds bleus au-dessus des villes, ce qu'on voyait tout à l'heure, qui sont des zones où il est recommandé de ne pas passer. À savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction, tout un type de dérogation existe pour que les pilotes puissent quand même passer au-dessus de ces zones sans aucun risque de pénalité. Voici donc les façons d'obtenir les cartes et de comprendre un petit peu mieux ce qui peut se passer au-dessus de vos têtes. Passons maintenant au cœur du sujet et notamment comment retrouver les traces et les informations des avions qui vous survolent. La première chose à faire, c'est d'aller sur le logiciel le plus intéressant pour nous qui va être FlightAware. Il existe de nombreux autres logiciels où l'on peut retrouver des traces d'avions, notamment Flight Radar, mais FlightAware a l'avantage d'opérer de façon à ce qu'on voit plus d'avions et plus facilement. Nous voici donc de retour sur Internet où on va chercher le logiciel FlightAware. Il est disponible ici en français et une fois ouvert, on a accès aux informations de trafic en temps réel des avions. Comment retrouver particulièrement ce qui nous intéresse? On va chercher ici le nom de notre aéroport, à savoir Toussus-le-Noble. Il va nous proposer une carte en temps réel que l'on peut agrandir. Ce qui va être particulièrement intéressant, c'est que l'on peut voir l'ensemble des avions, ou presque, car certains ne sont pas équipés des transpondeurs nécessaires pour se faire traquer par ce logiciel, mais on en voit quand même une grosse partie, quasiment en temps réel, puisqu'ils ont un retard de quelques minutes sur la trajectoire réelle qu'ils poursuivent. J'entends par exemple exactement en ce moment un avion passer juste au-dessus de chez moi. Voilà, vous allez peut-être pouvoir l'entendre en même temps que moi. Il s'agit de cet avion ici, le BRUU. On voit qu'il vole ici, à cet endroit, à 510 mètres d'altitude et à une vitesse de 207 km/h. Ce qui va être intéressant, c'est que en cliquant sur l'icône de l'avion, je vais avoir accès à sa trajectoire complète. Donc on voit ici qu'il est parti de Toussus-le-Noble. Il a fait un petit tour et il est en train de rentrer sur l'aéroport. Sur la courbe ici, on voit en vert l'altitude et en jaune la vitesse enregistrée par le logiciel de tracking. On peut remonter l'ensemble de la trajectoire pour venir observer un point précis, notamment les passages au-dessus des ronds bleus. En cliquant sur ce lien jaune, le journal de suivi, on va avoir toutes les informations enregistrées par FlightAware avec les coordonnées GPS, plus la vitesse en km/h et l'altitude ici en mètres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver à partir de ces coordonnées GPS un point précis où il est passé. Par exemple, à 17h13, il suffit de copier ces coordonnées en faisant un CTRL-C, de se rendre dans Google Maps et ici de les coller. Google Maps reconnaît automatiquement qu'il s'agit de coordonnées GPS et nous indique la position de l'avion à 17h13. On voit donc qu'il est allé faire un tour vers les Graviers et Saint-Léger. Pour revenir à notre logiciel et sur la page principale où on a localisé l'aéroport de Toussus-le-Noble, une autre fonctionnalité intéressante va être de regarder tout l'historique, par exemple des arrivées ou des départs. En allant sur l'historique des arrivées, on va pouvoir voir par paquet de 20 et dans l'ordre d'arrivée sur Toussus l'ensemble des avions qui a circulé dans la journée, et l'on peut remonter ici en passant sur les 20 suivants. On peut remonter dans le temps pour retrouver un avion à un moment particulier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut simplement copier ces informations et les transférer dans un fichier Excel, ici,
qui va nous permettre de les retrouver et de les regarder un par un par la suite. On garde le lien hypertexte, ce qui va permettre, en choisissant un de ces avions, on va avoir accès à l'enregistrement du vol. Voici donc l'exemple d'un enregistrement où l'on voit le parcours entier de cet avion, sa trajectoire, ce qu'il a fait, ce qui va permettre de remonter à un point précis sur la carte et de pouvoir observer au moment de passage au-dessus de ce point sa trajectoire et son altitude, notamment ici 450 mètres, 330 km/h. On retrouve également l'immatriculation de l'avion, ici F-HXET, qui va nous permettre de remonter au propriétaire de l'avion. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site imat.aviation-civile.gouv.fr, dont vous avez l'adresse ici. Dans la fenêtre d'entrée immatriculation, on va rentrer le numéro du vol, puis cliquer ici sur Rechercher. Le site nous indique donc que le propriétaire de cet avion est Aero Touring Club de France, le type d'avion, le modèle et l'aérodrome d'attache qui est bien Toussus-le-Noble. Alors que peut-on faire avec ces informations? Eh bien malheureusement, pas grand-chose. Nous sommes, avec l'association et l'Alliance associative, renseignés et avons déposé quelques plaintes, comme de nombreux citoyens autour de cet aéroport, dont aucune n'a jamais réussi à aboutir. Qu'est-ce que nous dit la gendarmerie? La gendarmerie nous dit que si un avion survole une zone interdite, et encore ici il a été bien clair qu'il n'y a pas de zone interdite, puisque les ronds bleus sont simplement des recommandations de ne pas survoler, mais admettons qu'un avion soit surpris à survoler un rond bleu sans aucune excuse, sans aucune sorte de dérogation, et il y a de nombreuses dérogations. Donc que nous dit la gendarmerie? La gendarmerie nous dit d'abord que l'avion doit survoler votre maison à la verticale. Donc si le domicile a été survolé à la verticale, et si vous avez une preuve, ici FlightAware peut éventuellement servir de preuve, bien qu'elle ne soit pas encore reconnue par la gendarmerie. Mais c'est au moins un élément de preuve ou une photo. Le pilote est effectivement en infraction. La gendarmerie de Toussus-le-Noble, malheureusement, n'a pas accès à des relevés officiels de traces radar, puisqu'il faut savoir que seuls les relevés officiels donnés par l'aviation civile font foi. Pour avoir ces relevés officiels, ils doivent faire une réquisition judiciaire après l'ouverture d'une enquête, ce qui prend énormément de temps. Ils doivent faire la réquisition judiciaire auprès des radars officiels de la DGAC et attendre d'obtenir ces informations. Il y a deux moyens pour donner suite à cet événement, soit se rendre en personne à la brigade de gendarmerie de l'air à Toussus-le-Noble. Ils ne peuvent pas refuser votre dépôt ou votre plainte, puisqu'ils devront faire une enquête. Soit signaler les faits aux adresses suivantes. Vous avez ici deux adresses, environnement.ile-de-france-bf@aviation-civile.gouv.fr ou entrevoisins.groupeadp.fr. Sachez que ces deux adresses, en général, vous n'obtenez aucune réponse, et que la deuxième est en fait une émanation d'Aéroports de Paris, qui vise évidemment à vous expliquer que vous vous êtes trompé et qu'il n'y a pas de problème. Si vous voyez un avion qui vole trop bas, notamment grâce à Trace Radar de FlightAware, ici encore, vous pouvez utiliser la même démarche, mais il n'y a quasiment aucune chance de donner suite, puisque les pilotes disposent de très nombreuses dérogations, de très nombreuses marges d'erreur, et que, là encore, pour avoir une évidence, il va falloir faire une réquisition auprès des traces officielles, ce qui prend énormément de temps et qui en général n'aboutit pas puisqu'on va trouver une erreur. Alors avant de rentrer dans les différents types de plaintes, je vous disais qu'il y a de nombreux obstacles pour les citoyens
pour porter plainte en fait contre les excès et les nuisances de l'aviation. À qui profite le flou? Tout d'abord sur les trajectoires. Regardons la trajectoire de cet avion le dimanche 18 avril à 16h45. Le vol partit de Toussus-le-Noble pour faire des tours de piste GUXD qui appartient à Air Europe Club. J'ai noté ici les ronds qui sont les villages recommandés de ne pas survoler. On voit que ce pilote survole allègrement l'ensemble des villages et des habitations sans aucun scrupule et un signalement à la gendarmerie de ce genre de trajectoire n'aboutit absolument à rien. Pourquoi? D'abord parce que ces ronds d'interdiction, enfin pas d'interdiction, de recommandations à ne pas survoler, ne sont que des recommandations. S'il y a un danger, ou si le pilote signale qu'il y a un risque, en fait ils ont tous les droits. Il lui suffit de dire qu'il y avait un danger. On sait pertinemment qu'il n'y a aucun danger et que c'est simplement qu'ils ne respectent rien. Dans certains autres cas, il y a des balises de vol qui imposent des trajectoires qui passent par des zones à ne pas survoler, soit les ronds bleus, soit carrément des zones identifiées dans la réglementation comme ayant des altitudes minimales à survoler, et je vais vous montrer juste après. Il leur suffit enfin de demander l'accord à la tour de contrôle, par exemple pour emprunter des trajectoires en sens inverse, ou pour faire un peu ce qu'ils veulent. La tour de contrôle, qui n'est pas très regardante sur le cadre de vie des riverains, leur donnera l'accord de faire à peu près ce qu'ils veulent. La notion de danger. Alors ils ont le droit effectivement de passer à peu près où ils veulent s'il y a danger, parce qu'un avion ça va vite, parce qu'on ne peut pas toujours modifier sa trajectoire au dernier moment, parce qu'ils sont en vol à vue, parce qu'ils n'utilisent pas leur radar. Mais d'un autre côté, il n'y a aucune limitation des vols autour des aéroports. On le voit sur ces deux captures d'écran, le nombre des vols ici dans un rayon de quelques kilomètres autour de l'aéroport, ou ici encore des avions qui se suivent quasiment les uns derrière les autres dans tous les sens. Au niveau des altitudes, alors on voit ici un avion GIHE qui passe, enregistré par Flight Radar, à 274 mètres le jeudi 27 mai à 10h44 au-dessus de ses résidences. Ces résidences sont dans une zone orange, comme on l'a vu un peu plus tôt, une agglomération de plus de 3600 mètres, qui impose par la loi une altitude minimale de 5000 pieds, soit 1524 mètres. Il est de façon évidente complètement en dehors de la réglementation. Sauf que, nous sommes ici dans des zones qui sont couvertes par Orly, et que donc il y a des dérogations pour voler plus bas et ne pas respecter la réglementation. Évidemment, ces dérogations, on ne les trouve nulle part. C'est à la bon vouloir de la DGAC. La réglementation n'impose pas aux avions de loisirs de s'équiper des transpondeurs de type ADS-B, ni d'altimètres modernes qui leur permettraient d'être visibles sur ces logiciels de surveillance. L'altitude est donc calculée, comme il y a 2 siècles, avec un simple baromètre. Le baromètre est étalonné à l'aéroport de départ, ou pas, par le pilote. On ne sait donc pas ce qu'il a étalonné comme baromètre. Il doit effectuer une correction en fonction de la pression du jour. On a 1 hectopascal de pression qui correspond à une correction d'à peu près 28 pieds, soit 9 mètres. Cela dépend de l'altitude évidemment, mais il vole tellement bas que c'est à peu près la règle. Donc une pression supérieure de 10 hectopascal lui donne à peu près 100 mètres de marge d'altitude. Ensuite, on applique une marge d'erreur d'environ 150 pieds. Là encore, ce n'est absolument pas clair. Ça dépend du bon vouloir du gendarme qui est accepté. Alors, les logiciels comme FlightAware fournissent l'information renvoyée par le transpondeur de l'avion. Ce qui fait que s'il n'a pas de transpondeur, ou qu'il ne l'a pas allumé, ou qu'il n'a pas un transpondeur aux règles ADS-B par exemple, on ne voit pas l'avion. Ensuite, on n'a pas d'information si le pilote décide de ne pas activer son transpondeur, mais on ne sait pas non plus quel réglage il a fait. Donc on ne sait pas par exemple si ici c'est une altitude corrigée par la pression atmosphérique ou pas. Enfin, la gendarmerie, qui vient quand même régulièrement faire des inspections avec une paire de jumelles altimétriques, n'a pas de matériel calibré et officiel pour constater ces infractions.
en face d'une infraction supposée, le gendarme doit faire comme le citoyen lambda, c'est-à-dire chercher sur Internet, récupérer la pression du jour sur des sites Météo France, faire les calculs d'altitude et faire une demande officielle auprès des autorités de l'aviation civile pour chaque infraction. Autant dire que l'aviation civile s'est tellement protégée pour ne pas être embêtée qu'il est quasiment impossible de faire punir un pilote. Mais ce n'est pas tout. Alors il y a deux façons de porter plainte, soit au pénal, via un signalement et une plainte à la BGTA, donc la gendarmerie de l'air, qui va établir un PV et va informer la DGAC. Le PV va partir auprès de l'officier du ministère public, et si vraiment l'infraction est reconnue, notre pilote risque une amende de 38 €, qui en général n'est pas payée puisque ça coûte plus cher de les faire recouvrir que que de la somme demandée. Une deuxième voie, c'est l'administratif, donc via un rapport administratif et une audition, qui ne peut pas être fait par un particulier. Par contre, vous voyez tout sur la droite, la possibilité d'un signalement associatif auprès de l'ACNUSA, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui est soi-disant un organisme semi-indépendant, mais qui a plutôt tendance à défendre l'aviation. Dans ce cas-là, il y a un risque d'une amende plafonnée à 1 500 € pour une personne physique, soit un pilote, et 40 000 € pour une personne morale, soit une société qui violerait systématiquement les règles de l'aviation. Comme la double peine est impossible, il faut choisir entre rouge et vert. Il y a donc très peu de possibilités. Le poids le plus fort sera de passer par un signalement associatif. De très nombreuses associations se battent depuis des années contre ces nuisances aériennes. Le plus efficace, ce sera évidemment de rejoindre ces associations et de s'associer à leur combat, notamment en participant à des relevés de traces pour mettre en évidence des infractions systématiques. Il y a certainement, si vous êtes dérangé par les nuisances aériennes, une association dans votre village, votre ville ou près de chez vous. Vous trouverez une liste de l'ensemble des associations que j'ai pu recenser sur le site dont l'adresse est juste en dessous. En conclusion, moi je ne suis pas un pilote, je n'y connais pas grand chose dans les réglementations aériennes ni les textes de loi qui se portent autour de ce qu'on a le droit de faire ou pas. Par contre, j'ai essayé de me renseigner pour comprendre comment il était possible que des citoyens, des riverains, aient à subir de telles nuisances de la part de quelques, admettons, passionnés d'aviation qui, visiblement, n'en ont pas grand-chose à foutre des gens qu'ils survolent. Comment il était possible que des hélicoptères, des avions, des petits avions passent en permanence au-dessus des maisons à quelques centaines de mètres sans que le citoyen ne soit jamais protégé contre ces abus. Et j'ai essayé de comprendre ça à travers